Bienvenue à ce nouveau webinaire en Diginéco. Donc, comme vous l'avez vu dans l'invitation de ce webinaire, on va aborder 4 cas, 4 cas en lien avec leur majeur protégé notamment. On va essayer d'aborder 3 points de vue, notamment le majeur protégé, l'établissement ou la famille et donc le mandataire judiciaire, donc les préconisations légales. Et j'ai oublié de me présenter, donc je suis Anthony Nicolas Santé, directeur de pôle mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein de l'UDAF de Meurthe-et-Moselle. Et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, aujourd'hui, je vous propose des cas pratiques, donc des cas pratiques qui m'ont été donnés par Madame Julie Bandel, donc la chef de service actuellement de Handy Gynéco et d'Intimagie Grand Est. Donc, ce sont des cas qui sont réellement passés, des cas qui lui sont revenus, remontés. Euh, je vais essayer d'être le plus clair possible dans les explications je vais donc du coup commencer par le lire, qu'on sache tous de quoi on parle. Donc, un majeur protégé vivant en établissement exprime depuis quelque temps le désir d'avoir une relation amoureuse avec une autre personne du foyer. Il manifeste aussi l'envie d'acquérir un objet lié à sa vie intime et sexuelle, donc par exemple un sextoy, afin de mieux vivre son intimité de manière autonome. Ses parents s'opposent fermement à ses souhaits et ils estiment que leur enfant n'a pas la capacité de discernement nécessaire et que cela comporte trop de risques et considèrent l'achat d'un objet sexuel comme déplacé et inadapté. Bien sûr, on va aborder, donc je vous le disais tout à l'heure, le côté du professionnel et de l'établissement. L'établissement, il est un peu partagé dans cette idée, dans cette histoire. Il ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Donc, sur le fond et sur la forme, je suis parti sur un postulat de me dire qui décide vraiment en dernier ressort de la vie sexuelle du majeur protégé. Est-ce que le mandataire, donc du coup, comme il est majeur protégé, bien sûr, il a un mandat de protection. Donc, est-ce que le mandataire, il est en capacité d'intervenir ou pas? Les parents, est-ce qu'ils ont à dire? Est-ce qu'ils ont leur consentement à donner? Et surtout, quel est le rôle de l'institution? Euh, On peut pas démarrer sans définir peut-être ce que c'est que la vie affective, intime, affective et sexuelle. Donc l'HAS nous dit que la vie affective et sexuelle donc, est une composante de la dignité humaine. Ça me paraît essentiel. Et un autre élément important, c'est que ça fait partie d'une liberté fondamentale. Euh, Quand on a dit ça, je pense qu'on a déjà compris que on est au-delà de ce que le mandataire peut prétendre, ou la famille, ou peut décider à la place des autres, hein. Donc c'est bien un droit propre. Donc, quand on parle de vie affective et sexuelle, on parle bien sûr d'intimité, d'émotion, de relations, de désir de parentalité et des sentiments. Je vous renvoie notamment sur le webinaire, le dernier webinaire qui est déjà en ligne. Donc, on avait pu aussi aborder notamment le désir de parentalité de mémoire. Mais je reviens à nos moutons. Donc, on parle de la base légale donc, sur le maintien de l'autonomie dans les relations. Je vous disais, il y a une définition, mais il y a aussi des articles de loi qui l'encadrent. Donc, je vous les cite ici. Donc, l'article 459, 459-2 et 415 du Code civil. Euh, Comme vous pouvez le lire, effectivement, la personne protégée sent seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Ça ne nous répond pas vraiment sur la question, effectivement, du droit propre. Est-ce que oui ou non, il peut avoir une relation sexuelle à l'intérieur d'un établissement? Et surtout, est-ce que la famille a le droit de se positionner? Donc, on va peut-être parler du coup du 459.2, qui nous dit que le majeur protégé entretient librement des relations personnelles avec tout tiers. Alors, de nouveau, relation personnelle, ça ne nous dit pas non plus, on ne parle pas non plus de vie affective et sexuelle. Le majeur protégé, dans l'article 415, cette protection est instaurée et assurée dans les libertés individuelles, les droits fondamentaux et la dignité de la personne. Et là, on commence déjà à rentrer plutôt dans la définition de l'HAS que je vous parlais tout à l'heure, donc une liberté fondamentale. Un premier constat, c'est que malgré la mesure de protection, l'autonomie du choix, il est maintenu. Donc, j'ai oublié de vous dire que j'ai quand même essayé d'être le plus exhaustif possible dans les DIA, histoire que si vous loupez une petite étape, s'il y a une déconnexion ou quoi aux caisses, on connaît les aléas du direct, je vais dire ça comme ça, vous pouvez reprendre le fil en lecture. Donc, dans l'idée, il n'y a rien qui restreint la vie intime, affective et sexuelle.
Et je vais aller plus loin, et comme je l'ai noté là, la loi 2002, qui globalement régit à peu près toutes nos actions au niveau du médico-social et aussi du sanitaire des fois. Donc il a pour objectif de développer les droits des usagers. Et dans son article 12, et là j'accepte la personne en attente, l'article 12 nous dit que le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne sont garantis. C'est pas rien. C'est-à-dire que là, je pense qu'on commence déjà à rentrer sur: est-ce qu'il a le droit d'avoir une relation sexuelle? Oui. Il y a une cour d'appel, pour pas la citer, celle de Bordeaux, qui a notamment rejeté le règlement de fonctionnement intérieur d'un institut médico-social, pour avoir noté noir sur blanc dans son règlement de fonctionnement, interdiction d'avoir des rapports sexuels à l'intérieur de l'établissement. Soyez attentifs à ça. C'est quelque chose qui est à prendre en compte. Bien sûr que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas noter dans vos règlements de fonctionnement. Alors, du point de vue du mandataire judiciaire, la mission bien sûr principale, c'est de protéger l'intérêt de la personne, alors patrimoniaux, juridiques, mais aussi personnel, et donc le choix de la personne. Bien sûr, il y a toujours cette idée de dire à quel moment on restreint ce choix par nécessité, par obligation légale, et ça renvoie en fait à cette idée de crainte d'abus qu'on peut avoir, et ça rejoint aussi un peu les idées que la famille peut avoir de déviance par rapport à ça. Je pense dans l'exemple notamment. On va parler régulièrement de violences sexuelles, d'utilisation du majeur protégé par un tiers type objet. Je dis bien utilisation, j'ai employé le terme volontairement parce que c'est quelque chose qu'on entend régulièrement à travers les discussions qu'on peut avoir. Mais aussi la posture professionnelle du mandataire, ben, c'est bien sûr de travailler avec les familles, les équipes médicales, et surtout pour sécuriser l'accompagnement de cette personne au sein de la structure dans laquelle il est accueilli, et notamment aussi par rapport ben, à son intimité et sa vie sexuelle, affective et sexuelle. Euh, le point de vue de l'établissement, lui, on va dire qu'il n'a pas le choix que de garantir et de concilier en fait cette idée de vie affective, intime et sexuelle. C'est un peu délicat. On parlait de la dernière fois, notamment avec certains collègues. Je vais prendre le penchant de l'objet sexuel, donc le sextoys, qui transparaît ici dans l'étude de cas. En fait, l'objet sexuel m'a été rapporté par des collègues d'autres structures, que par exemple un enfant mandataire de sa maman s'est vu demander l'autorisation en fait d'acheter un objet sexuel pour sa maman. Euh, Ça renvoie un peu aux missions du mandataire, à quel moment en fait on intervient dans ce genre de discussion, et aussi à quel moment l'établissement, si on parle de lui, va solliciter le mandataire pour pouvoir obtenir ce genre d'objet, ou en tout cas de demander l'autorisation pour qu'elle puisse en avoir. Donc on est bien sûr d'accord que dans l'idée, l'établissement, lui, ce qu'il doit faire, c'est éviter les abus, déterminer le consentement s'il le peut, notamment en cas de déficience intellectuelle, et aller un peu rechercher la limite, c'est-à-dire où se situe le droit à l'intimité par rapport aux abus de toutes sortes qu'on peut mettre en place. C'est un travail constant de discussion, notamment avec le major protégé, la famille bien entendu, et le mandataire s'il y a besoin. Mais je vous le disais d'entrée de jeu, la base légale, c'est ils ont droit à faire ce qu'ils veulent en la matière. Pardonnez-moi. Euh, alors cette petite dia, parce qu'elle me paraît claire, hein, le point de vue du major protégé, c'est exercer quoi qu'il arrive son droit. Je vois pas pourquoi on s'y opposerait d'ailleurs. Donc c'est vrai que la vie affective, intime et sexuelle, euh, si on le résume, c'est une liberté fondamentale. Et c'est bien sûr une circulaire du 5 juillet euh, qui est relative au respect de l'intimité et aux droits sexuels et de reproduction de la personne accompagnée dans un établissement. Euh,
Et je le mets en dessous. Cette circulaire rappelle le droit à la VIAS avec une série de mesures à mettre en place pour les établissements médico-sociaux. Donc c'est une circulaire que vous pouvez retrouver en la tapant sur un moteur de recherche quelconque. Donc la circulaire du 5 juillet 2021, en tapant le petit texte avec, et vous retrouverez un peu les préconisations et les mesures à mettre en place sur le sujet de la vie affective, intime et sexuelle. Voilà pour ce premier cas. Je ne vois pas les questions. Je ne sais pas si Madame Gantès peut me dire s'il y a des questions d'entrée de jeu. Alors, on a une question en effet. Comment déterminer la capacité de consentement qui est habilité à le faire? C'est une bonne question. Alors, quand on parle de consentement, on parle de consentement libre et éclairé. Libre, parce qu'il n'est pas sous la contrainte, et éclairé parce qu'il a toutes les informations relatives à ce consentement. C'est-à-dire que si on parle de la vie affective, intime et sexuelle, ben, il y a le pouvoir de dire non. Il y a le pouvoir de dire oui. Il y a le pouvoir de dire, ben là, j'avais pas envie, il m'a forcé. Typiquement, le oui ou le non, ça fait partie du devoir d'information. En gros, ce qu'on va demander, et notamment ça fait partie de la circulaire du 5 juillet 2021, c'est on va demander aux établissements médico-sociaux de mettre en place un espèce d'échange, de lieu d'échange et surtout un lieu d'information. Parce que c'est l'information qui va primer en fait sur la vie affective, intime et sexuelle, parce que s'ils ne savent pas qu'ils peuvent déjà euh, avoir cette idée de ces relations sexuelles, du coup, ils n'en connaissent pas non plus les limites. Donc, il faut les définir avec eux. Alors, qui peut le faire? C'est très vaste. Ça dépend un peu de l'équipe que vous avez en place dans vos structures respectives. Ça peut être la famille, quoique c'est bien délicat parfois. On a tous été jeunes, on n'a peut-être pas tous eu envie d'écouter les plus grands nous parler de vie affective, intime et sexuelle. En revanche, effectivement, quelqu'un de l'établissement, un médecin coordinateur, un cadre de santé. Un éducateur spécialisé, voilà, peu importe le corps de métier, j'ai envie de dire le cœur de métier, le corps de métier, à partir du moment où lui-même est à peu près formé sur le sujet et qui peut garantir euh, un peu les contours de ce consentement. Je ne sais pas si c'est clair pour vous sur la réponse à cette question. On a une intervention de Madame Lamotte. Donc, les équipes se butent beaucoup à l'évaluation du consentement des personnes accompagnées, surtout chez les personnes non oralisantes. Oui. Et Voilà. Madame Bloom qui dit oui et non. Ah, c'est intéressant d'avoir le pourquoi oui, le pourquoi non. Ouais. Alors effectivement, Quelle elle n'aura... responsabilité des pros? Voilà. Pardon, excuse-moi Hélène, j'ai pas entendu un petit peu Alors, à côté de vous. Madame Bloom a mis oui et non. Quelle responsabilité des pros? Alors la responsabilité, c'est une responsabilité d'information. Euh, et surtout, une responsabilité de garantir le droit. C'est-à-dire, si je prends un exemple, on va parler d'un EHPAD, par exemple, et on va parler dans le lieu de vie juste après, mais je me souviens plus si j'en parle ou pas. Mais si on prend le lieu, l'EHPAD, par exemple, euh, pourquoi les personnes âgées, elles pourraient pas avoir de relations sexuelles? Alors, quelles sont les modalités à mettre en œuvre par l'équipe? Ben, c'est, par exemple, alors ça paraît bête ce que je dis, mais c'est frapper à la porte avant d'entrer dans une chambre. C'est peut-être qu'à un moment donné, c'est on met une pièce à disposition en discutant et avec les équipes et cette chambre avec des modalités respectées particulières, comme ça existe d'ailleurs en Meurthe-et-Moselle, par ailleurs dans certaines structures, où c'est un lieu où on peut s'adonner à la vie intime, affective et sexuelle, alors que ce soit seul ou en couple, avec des objets ou non. Voilà, c'est une première chose. Pour répondre à la question de la responsabilité, euh, la seule responsabilité que vous avez, c'est de faire garantir le droit. Euh, et je suis désolé, Hélène, mais j'ai oublié la première question que tu m'avais posée juste avant l'intervention de Madame Blum. Alors, c'était les équipes se butent beaucoup à l'évaluation du consentement des personnes accompagnées, surtout chez les personnes non oralisantes. Oui, pardon, excuse-moi. Et je vois que cette Euh, même personne est en train d'écrire, donc du coup, on a d'accord, peut-être bah, j'entends. un complément. Les pros Ouais. demandent souvent des avis sur cas cliniques. J'interviens dans une masse lourde à Nice.
Il y a une psy qui travaille à 20%. La direction est de bonne volonté, mais lors des problématiques, je ne suis pas informée. Ça, en Mm. effet, je te laisse répondre, Anthony. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que sur la partie évaluation des pros, je pense qu'une condition sine qua non, c'est que les pros eux-mêmes soient formés. Qu'ils soient formés ou informés. Parce qu'aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, des petites réunions d'équipe où on fait une thématique particulière et on va parler de la vie affective, intime et sexuelle. Mais c'est aussi peut-être retravailler le projet d'établissement. Euh, alors, plutôt sur l'axe non oralisante, je vous avoue que je suis pas un spécialiste sur les non oralisantes, mais pour autant, c'est pas parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils n'ont pas de capacité de s'exprimer d'une manière différenciée. Alors peut-être que alors, je me doute que si la masse, elle est, par exemple, sur un polyhandicap, ça peut être compliqué de faire écrire les gens, mais ça peut être simplement présenter des pictos. Du falc, oui, non, faire oui de la tête ou non, s'ils peuvent bouger la tête, ou trouver des astuces, des clignements d'œil, voilà, je pense qu'il y a des alternatives à mettre en place. Pour ça, je vous renverrai plutôt vers des professionnels sur le thème, plutôt sur la médecine, ou comment on peut effectivement faire, entre guillemets, oraliser des personnes non oralisantes, ou plutôt pouvoir communiquer avec eux. Là, je pense qu'on est plutôt sur Euh, un autre... ouais, je me permets juste Oui. de mettre, si vous êtes sur Nice, le lien vers Intimagir PACA, qui peut peut-être faire le relais également sur les acteurs, en tout cas à proximité. J'ai mis le lien directement dans la conversation. Peut-être si tu veux peut-être Euh, aussi dire un mot sur la cartographie, peut-être, Hélène, sur ce serait, laquelle? celle qui est disponible sur le site notamment Indigène Éco Intimagir, Alors où on du peut coup retrouver là, les professionnels. si ça concerne Nice, nous on est vraiment sur la région du Grand Est. Après, voilà, il y aura les autres centres ressources pour justement peut-être mettre en place des actions au sein des établissements. Nous, en tout cas, on le fait sous forme de convention et d'accompagnement justement pour pouvoir en tout cas analyser les besoins, les attentes et co-construire en tout cas un suivi qui soit efficient, hein. Donc c'est pour ça que je vous invite à faire le lien avec Intimagir PACA pour voir un peu de quelle manière ils peuvent vous accompagner de ce côté-là. C'est ça. Nous, en Ce qui est tout un- cas, voilà, c'est sur la cartographie. Je vois pas trop quoi en dire Non, mais par rapport à c'est cette ça que question. c'est ça que je voulais dire, effectivement, c'est par rapport sur Indigène Éco, Intimagir, etc. C'est vrai que c'est large. Et normalement, il y en a partout en France. Donc, effectivement, on peut assez facilement trouver dans sa région les ressources nécessaires. Et d'ailleurs, c'est important, et tu l'as dit, Hélène, faut pas hésiter à se faire aider, à construire quelque chose. Souvent, on va se dire, oh, on est un peu gêné, c'est une situation que les autres équipes ne rencontrent pas, ou parce qu'on n'en a jamais entendu parler, etc. Alors que pas du tout. C'est vraiment des situations qu'on rencontre assez régulièrement et pour lesquelles on est sollicité. Alors, des fois en one shot ou un peu plus large. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, je reviendrai peut-être sur les questions plus tard. Donc, je vais clore la vie intime, affective et sexuelle et partir sur le lieu de vie. Et je vais procéder comme tout à l'heure. Je vais vous lire le cas. Donc, un major protégé vit dans son appartement depuis plusieurs années. Malgré des difficultés à gérer son quotidien, courses, ménage, médicaments, elle affirme clairement vouloir rester à son domicile et à s'y sent libre, sécurité et attachée à son environnement. Cependant, l'équipe médico-sociale qui l'accompagne estime que le maintien à domicile n'est plus adapté. Les professionnels considèrent qu'il existe trop de risques et de recommandations et sont mises en place donc un établissement spécialisé. Ils estiment que ce sera la solution la plus sécurisante. La famille soutient la proposition des professionnels et elle s'inquiète de l'état de santé, de l'isolement de la personne et insiste sur le fait que l'établissement offrirait plus de confort, plus de sécurité. De son côté, la personne réaffirme une nouvelle fois sa volonté de rester dans son logement. Elle refuse l'idée d'emplacement qu'elle reçoit comme une perte d'autonomie, qu'elle perçoit comme une perte d'autonomie et une privation de liberté. Voilà. Cas pratique de nouveau, un cas qui peut être rencontré malheureusement plus que régulièrement avec le vivement de la population du majeur protégé. Alors, de nouveau, sur le fond, bah, qui décide en dernier ressort du lieu de vie? La sécurité prime-t-elle sur la volonté? Et quelles alternatives à ça?
c'est un cas, je vous avoue, qui revient assez régulièrement euh, dans les échanges en fait entre majors protégés, parce que c'est toujours avec les majors protégés, pardon, c'est toujours un peu délicat. Alors de nouveau, hein, je prends toujours un peu la même base. Je vais m'arrêter sur ce que dit la loi. Donc un lieu de vie, qu'est-ce que c'est? Alors je vais pas vous le lire parce qu'effectivement l'article est long, mais en gros un établissement, un service qui assure l'accueil médicalisé, un foyer jeunes travailleurs, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Moi, j'ai pas pris un peu les classiques hein, comme les EHPAD, mais voilà. Donc je vous laisserai prendre connaissance plus tard de la DIA. Ce qui est important en fait, c'est de se dire ben, le lieu de vie, ok, est-ce qu'on peut choisir à la place de l'autre? Euh, je le répète, hein, mission principale, protéger la personne, garantir sa sécurité. Alors la question là effectivement qu'on va se poser nous, c'est bah, à partir de quel moment notre intervention va favoriser l'autonomie de notre major protégé, à quel moment notre intervention va défavoriser ses droits. Et là, je le mets bien, donc l'aliénation du droit, en fait, hein, de déterminer la capacité, en gros, euh, qui détermine en gros cette capacité, est-ce qu'elle est encore en capacité ou pas. J'entends souvent parler de danger. Le danger, si on le définit, c'est quelque chose qu'on sait qu'il va sans doute arriver, donc une situation de danger. On n'est pas comme sur le péril imminent, hein, c'est-à-dire que si on n'intervient pas tout de suite, il y a un risque de mort. Je pense que c'est deux notions importantes à réfléchir et à se souvenir quand on parle du choix du lieu de vie, et d'ailleurs quand on parle au global des interventions qu'on peut avoir dans l'urgence. Euh, une nouvelle fois, le mandataire judiciaire, il est personne euh, sans discuter avec son major protégé, avec la famille de ce dernier si le major protégé accepte, et bien sûr l'équipe pluridisciplinaire qui est autour de ce major protégé. Donc ici, l'enjeu pour l'équipe médico-sociale, c'est que on garde un maximum de droits, mais aussi sécuriser la personne. C'est là où je disais, est-ce que c'est une situation de danger? On a le temps de faire accepter, par exemple, à la personne que c'est très mieux pour elle, et je dis souvent qui on est pour décider à la personne que c'est mieux pour elle, mais bon, d'un point de vue en tout cas médical, si on regarde l'équipe pluridisciplinaire qui est autour, en se disant, bah, effectivement, on est sur cette idée de protection, à quel moment, et c'est pour reprendre l'intervention de Madame Blum tout à l'heure, à quel moment en fait, le professionnel il va être inquiété, c'est quoi sa responsabilité? À partir du moment où, par exemple, je sais pas moi, il a signalé le fait qu'effectivement, la dame, elle ne pouvait plus rester à domicile, je pense pour un médecin. Donc c'est vrai que cette idée, on oscille entre émotion, culpabilité, peur, parce que c'est vrai que la famille va se dire, mais bon, je l'ai fait sortir de son foyer, ou peut-être elle a vécu X années avec son compagnon, ses enfants, elle a élevé ses enfants, ou simplement qu'elle est heureuse, en fait, simplement dans le secteur où elle vit, dans le milieu où elle vit. Donc c'est vrai qu'on va osciller entre famille à protecteur. Voilà, c'est un peu, c'est un peu délicat. Euh, j'ai pas parlé du choix du lieu de vie en lui-même, hein, donc on revient sur l'article que je disais tout à l'heure hein, quand je vous parlais de vie intime, affective et sexuelle. Donc le major protégé choisit son lieu de vie. Euh, et quand bien même on aurait une ordonnance du juge, par exemple, suite à une requête en placement en EHPAD, par exemple, contre avis de la majeure protégée, on ne peut pas forcer la personne à aller en EHPAD. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a la requête qu'on peut avoir cette contrainte manu militari et apporter la personne à l'EHPAD, en foyer, en face, en masse, peu importe le foyer d'hébergement pour lequel on parle, ou l'hébergement tout court. Donc il y a effectivement cette idée quand on parle de lieu de vie, euh, de s'assurer qu'on a défini un peu tous les paramètres, et j'en ai pas encore parlé, euh,
Et en fait, on peut très bien vivre à domicile avec une perte d'autonomie. Si vous êtes tous des professionnels dans le lobby, vous le savez comme moi, on a des plans APA, des plans PCH, on a de la l'HAD, on a des SIAD. Alors, ça ne permet pas toujours d'avoir l'idée de la protection qu'on s'en fait, hein, H24, 7 jours sur 7, mais est-ce qu'on est tous en sécurité chez soi H24, 7 jours sur 7? Je veux dire, on peut monter les escaliers et en tomber sans avoir de perte d'autonomie. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu à mettre en équilibre, en fait, c'est cette idée de est-ce qu'on restreint le droit, est-ce qu'on maximise la sécurité, est-ce qu'on minimise l'émotion là-dedans? Voilà, c'est un peu tous ces sentiments qu'on peut parcourir en lien avec le lieu de vie et la position, bien sûr, des uns et des autres. Alors, le mandataire, lui, privilégiera euh, l'avis de la majeure protégée ou du major protégé, quoi qu'il arrive. Après, on est aussi tenu, dans notre rôle de mandataire, de garantir la protection alors de la personne et des biens. Donc, effectivement, quand on aura un avis médical ou plusieurs avis de la communauté médicale ou médico-sociale autour du major protégé, on va effectivement à un moment donné euh, se ranger du côté des professionnels de santé et demander l'accord du tribunal dans le cas où la majeure ou le major protégé ne serait toujours pas d'accord de pouvoir intégrer un établissement. Alors, on a une question, Anthony. Et donc, le juge ne peut pas décider en dernier ressort si la situation le nécessite impérativement. Alors, si le juge peut décider en dernier ressort, euh, mais le juge ne peut pas contraindre physiquement quelqu'un, en tout cas pas le juge des contentieux et de la protection, à se rendre dans le lieu d'hébergement qu'il a autorisé sur son ordonnance. Euh, L'ordonnance nous autorise effectivement à, par exemple, définir le lieu de vie à l'EHPAD, de signer le contrat d'EHPAD, contrat d'hébergement ou peu importe, en foyer. Mais l'ordonnance ne nous autorise pas à prendre un taxi, à mettre la majeure ou le majeur protégé dans ce taxi et l'emmener dans le lieu dont on aura été autorisé par ordonnance. Je ne sais pas si c'était clair, s'il y avait d'autres questions. Il n'y a pas de retour concernant, en tout cas dans la conversation pour l'instant, mais Pas de je me ferai le souci, plaisir de te couper la parole. ça marche. Merci. Ah, et Ah, je vois 6 refus de la personne. euh, alors, si Quelles refus, actions? ouais, ouais. Alors, si refus de la personne, je le disais et je le répète encore une fois, mais on ne peut pas les forcer physiquement. Alors, malheureusement, dans la plupart des cas, quand on a ce genre d'ordonnances qui nous permettent de placer par exemple une personne en perte d'autonomie à l'EHPAD, c'est qu'il y a des vraies raisons médicales là-dedans. Donc, quoi qu'il arrive, on essayera un peu euh, malheureusement d'attendre qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, on est une chute à domicile pour pouvoir en reparler avec les assistantes sociales de l'hôpital au moment où elle sera transférée à l'hôpital par les pompiers. Euh, et à ce moment-là, effectivement, la sortie de l'hospitalisation n'aura pas le lieu vers la résidence habituelle, mais plutôt le lieu autorisé par l'ordonnance du juge. Donc c'est vrai que permettez-moi le mot, mais un peu de la fourberie, mais c'est ce qui permet de garantir la sécurité euh, dans, dans la mesure du possible pour le majeur protégé. Et si on n'a pas d'ordonnance et que le majeur protégé n'est pas d'accord, la seule voie de recours, c'est discuter, 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 discuter. Voilà, pour pouvoir lui faire accepter. Après, on peut aussi utiliser, euh,
on fait souvent en tant que mandataire judiciaire, c'est par exemple aller visiter les différents lieux d'hébergement en amont. 1 heure ou 2, faire, je sais pas moi, sur de l'EHPAD, je pense toujours de l'EHPAD parce que c'est le sujet principal qui me vient à l'esprit, mais on peut faire une journée d'accueil de jour, une journée jeu de société, une journée animation, et puis on donne en fait goût parce que ce qui fait peur dans aller vers les foyers d'hébergement, bah déjà c'est le mot, par exemple le foyer, hein, déjà, ça fait peur. Mais aussi l'EHPAD, c'est dire ah bah c'est un mouroir, je vais mourir là-bas, qu'est-ce que je vais y faire? Je vais rester dans mon lit toute la journée. Donc c'est bien aussi de montrer en fait aux personnes que la vie en EHPAD, la vie en foyer ne se résume pas que se lever le matin, prendre son petit déj, prendre ses médicaments, aller se coucher, regarder la télé, et puis c'est tout, quoi. Euh, il y a beaucoup de ça. Voilà. Je vais enchaîner, si c'est bon pour toi, Hélène. Ben, tu me couperas si C'est jamais. tout bon, bien Euh, sûr, bien sûr. Merci. Donc le cas sur la santé. Donc un major protégé arrive aux urgences, une crise d'appendicite aiguë, les médecins jugent l'opération indispensable et urgente. Avant d'intervenir, ils souhaitent cependant obtenir l'accord du mandataire judiciaire estimant que la personne n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé dans l'urgence. Au même moment, les parents profitent de la situation pour demander à l'équipe médicale une contraception définitive, donc l'ablation des trompes, qu'elle soit réalisée en même temps de la bisectomie. Et elle affirme que ça serait mieux pour elle, pour éviter la grossesse future et qu'elle juge dangereuse et inadaptée à sa situation. Alors, il y a plusieurs éléments dans ce cas pratique. Euh, et je crois d'ailleurs que je ne l'ai pas déroulé tout à l'heure, mais je vais l'aborder. euh, En regardant bien sûr la base légale de nouveau. C'est un peu les mêmes articles que vous voyez que je vous ai cités sur la vie intime, affective et sexuelle, mais parce que c'est important. Je veux dire, le code civil est quand même assez bien fait. Et après, on enchaînera sur le code de la santé publique, qui nous parlera aussi de certains éléments. Là, ce qui est à prendre en compte, j'en viens de dire juste avant, euh, c'est l'urgence. C'est-à-dire que dans l'urgence, le médecin, lui, peut prendre la décision sans, euh, sans requérir le consentement du mandataire judiciaire et d'ailleurs même de la personne, que vous soyez major protégé ou pas, pour faire cesser cet état d'urgence. Donc si vous êtes en péril imminent, je le citais tout à l'heure, donc risque de décès ou risque de suite grave en termes de maladie, il est tenu, lui, euh, de prendre les devants et donc de pratiquer les gestes urgents. On La a une deuxième chose. intervention donc Ouais, sur la stérilisation contrainte est interdite, la contraception n'est pas une urgence. Je te laisse c'est ça. rebondir. Mais c'est pour ça que je parlais Merci pour l'intervention. Je parlais vraiment là du premier segment de l'étude de cas, plutôt sur la crise d'appendicite aiguë. C'est-à-dire que là, en fait, s'il y a des conséquences graves qui peuvent entraîner la mort, le médecin, lui, pratique, c'est-à-dire l'opération, en tout cas son acte médical, sans requérir en fait même le consentement s'il n'est pas en capacité de consentir. Alors certes, on peut toujours demander à la personne de confiance, on peut toujours voir ce qui tourne autour de ça, mais cette idée d'urgence, en fait, c'est là où, et puis j'enchaînerai sur le deuxième, mais sur cette notion d'urgence, elle est importante ici. C'est que même le consentement du mandataire, en fait, n'a pas trop d'intérêt en cas d'urgence parce qu'il faut sauvegarder, quoi qu'il arrive, l'état de santé de la personne au maximum. Euh, Effectivement. Pardon, hein, je passe quelques dias et puis je reviens dessus, mais c'était juste pour savoir dans le déroulé pour si j'y viens. Alors effectivement, hop là, pardon. Effectivement, si on parle simplement, je ne sais pas qui a fait l'intervention, Hélène, mais elle a tout à fait raison. Quoi qu'il arrive, la contraception définitive, l'ablation des trompes, ça ne passe que par la personne, que elle qui décide, alors sur avis médical, de ses propres données. Et là, on est bien sûr euh, sur, euh, sur ce qu'on disait tout à l'heure et sur les articles du Code civil dont on citait tout à l'heure. Ça fait partie bien sûr d'une liberté individuelle et un droit fondamental, la dignité de la personne. Voilà, l'article 415, c'est elle d'abord. Ou le 459, hein, bien sûr, elle prend seule les décisions relatives à sa personne dans sa mesure où son état le permet. Là, si on extrait
cette idée d'urgence et qu'on oublie l'appendicectomie dont on parle, on est bien là sur l'ablation et on est bien là sur la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Ce qui veut dire que c'est pas parce qu'on a une déficience intellectuelle, qui veut dire que c'est pas parce que notre jugement est altéré temporairement qu'on va pas pouvoir prendre la décision de garder ces organes génitaux. Euh, et d'ailleurs, j'enchaîne parce que je vous le disais tout à l'heure, le Code de la santé publique, donc toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Alors, on oublie de nouveau, hein, je vous dis, on balaye l'urgence et on ne parle que de l'ablation des trompes maintenant. Donc, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements, actions, préventions qui sont proposées. Alors, cette information est bien sûr délivrée en cours d'un entretien individuel et j'aurais pu rajouter un entretien individuel avec la personne de son choix, soit seul, soit avec sa personne de confiance. Et effectivement, et je vous le recite en dessous, que l'information elle est prévue donc à l'article L111-2 du Code de la santé publique et qui s'applique aussi d'autres dispositions légales. En parlant d'autres dispositions légales, euh, et on continue sur l'article L111, et là, par contre, on parle du tiret 4. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informé les conséquences de ses choix et de leur gravité. Donc là, si on parle bien, si on revient encore une fois sur l'ablation des trompes, effectivement, c'est seule la personne décide elle-même de ce qu'elle veut pour elle. Quand bien même elle soit majeure protégée, euh, quand bien même elle est en handicap quelconque, quand bien même elle est une altération de ses facultés pour laquelle son consentement ne peut pas être libre et éclairé, euh, personne ne choisira à sa place. Aucun traitement et acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé. Voilà, j'avais oublié que je l'avais mis, mais il est là. Euh, Et quand on parle de consentement, quand il y a une mesure relative à la personne, donc avec une représentation à la personne, donc on parle bien d'une tutelle à la personne, en plus du bien éventuellement. Donc c'est le mandataire, il est informé. C'est pas lui qui décide. Et d'ailleurs, nous, on a un devoir de conseil, d'information en plus, qui prévaut en lien avec les décisions que le major protégé pourra prendre en lien avec sa situation et ses données médicales qu'il a s'il le souhaite. Euh, voilà, et ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc effectivement, en cas d'urgence, le médecin doit donner les soins nécessaires. Donc vous voyez bien que ça fait partie de l'article 4127-42 du Code de la santé publique. Donc effectivement, donc là on est plutôt sur le premier volet. Donc du coup, sur l'appendicectomie. Ou si c'est une situation d'urgence, euh, le médecin pratique les soins. On parle bien sûr du point de vue du mandataire, hein, si on a pour mission, et je vous le disais tout à l'heure, d'aller rechercher le consentement systématique, on ne doit pas faire en dehors de la loi. Euh, on a la possibilité, par exemple, quand un major protégé prend une décision sur sa personne, notamment on va être synthétique, on va pas parler d'exemple, mais il ne souhaite pas quelque chose, le mandataire n'est pas d'accord avec lui, le mandataire ou la personne d'ailleurs a le droit de demander au juge des tutelles de se positionner à la place de l'un ou de l'autre. Si par exemple il y a une altération des facultés, euh, on prend un exemple sur un type de cancer aujourd'hui qui peut, par exemple, se soigner en faisant une ablation. Si une majeure protégée refuse une ablation quelconque qui pourrait lui sauver la vie, alors que la médecine nous dit qu'à 100% sûr, si à l'ablation, il n'y a pas de problème, que nous, mandataires, on est informés de ça en se disant, bah, en fait, le bénéfice-risque, la balance bénéfice-risque, en fait, euh, est entre guillemets plus positive que négative. Si nos avis divergent, euh, on peut, soit l'un, soit l'autre, requérir en fait au tribunal pour qu'il puisse se positionner. Alors, et puis on voit que ce soit dans l'intérêt de la personne toujours d'ailleurs, hein. Euh, voilà. Je suppose qu'il y a des questions.
C'est un thème un peu délicat, non? Actuellement, on n'a pas de questions, mais Très là, bien. s'il y a des personnes qui sont intéressées pour justement poser leurs questions, n'hésitez pas, ou sinon on fera un petit temps après ou tout au long. Voilà. J'interpellerai Monsieur Corassant. Je pense que j'arriverai à tenir les délais. On va passer sur les cas pratiques de la violence. Alors, une personne majeure protégée se confie à un professionnel, elle subit des violences. Celles-ci concerneraient des faits physiques, psychologiques et sexuels. La personne paraît émue et inquiète, mais aucun signe extérieur ne vient confirmer ses propos. Pas de traces, pas de témoins, pas d'éléments matériels. Lorsqu'ils sont informés, les parents minimisent les faits. Ils affirment que, compte tenu du handicap de leur enfant, il est impossible de juger de la véracité de ses propos. Et selon eux, ils vont mieux pas tenir compte et ne pas lancer de procédure inutile qui ne fait qu'aggraver la situation et stigmatiser la famille. Ils demandent donc aux professionnels de laisser courir, de ne pas en parler davantage. Donc je répète, j'aime bien me répéter, vous aurez remarqué, c'est aussi un cas qui a été vu, pour le coup. Euh, Donc on va parler de la base légale et là vous voyez on n'est pas du tout sur la même base légale. On va parler du code pénal. Jusque-là je vous ai parlé du code civil. Alors le code pénal nous dit dans son article 434 le fait que pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont l'auteur soit susceptible de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros. Euh, On a une question, enfin une question, ouais. une intervention en tout cas. Donc la médecine a du mal à dire qu'une chire peut garantir à 100% de la guérison-rémission, surtout pour un cancer. Oui, tout à fait. Oui, je prenais un exemple un peu exacerbé exprès pour, dans l'autre cas, exprès pour essayer d'illustrer mon propos. Mais effectivement, je vous remercie. Euh, et donc, pardon, je reviens à mon article du code pénal. Et là, j'en ai cité deux qui peuvent sembler se ressembler, mais le second, donc 434-3, on va parler d'agression, d'atteinte sexuelle infligée à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, sa maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique dans l'état de grossesse. Donc là, on parle bien d'un majeur protégé hein, quand on parle de ça, donc qui n'est pas en mesure de se protéger lui-même. Donc de nouveau, 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. L'article 222-2 du Code pénal constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, dans les cas prévus par la loi. Euh, je vous en parle volontairement et puis je continue juste sur la base légale et après on viendra sur entre guillemets le pratico-pratique. La Charte des droits et des libertés, donc vous le voyez, c'est tout aussi important que l'article 12 dans le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne. En nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé. Donc ça, je vous le disais tout à l'heure. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à l'article 7 notamment, c'est le respect de la confidentialité des informations concernant dans le cadre des lois existantes. Donc ça nous renvoie un peu à la question de se dire, mais en fait, qui sommes-nous et à quel moment on doit intervenir? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Euh, Est-ce qu'on doit écouter la famille ou est-ce qu'on doit écouter la majeure protégée? Euh, et je le mets noir sur blanc, hein. Donc, peu importe les points de vue, la première intervention ne sera pas de croire ou de ne pas croire, mais d'accompagner. Ça me paraît essentiel de reparler d'accompagnement ici. Et quand je parle d'accompagner, je parle bien d'accompagner dans une démarche, c'est-à-dire que dans l'établissement, ni la famille, ni les personnes professionnelles de l'établissement ne sont la police. Les seules personnes habilitées euh, à pouvoir vérifier ou non si ça relève bien effectivement d'une infraction, de faire une levée de doute, d'aller vérifier, etc. Je répète, c'est pas ni la famille, ni les professionnels. Donc, et je dis bien ni le mandataire d'ailleurs, je n'ai même pas encore parlé, mais effectivement, ni le mandataire. Donc notre rôle à nous, ça sera de pas de croire ou ne pas croire, ça sera simplement d'accompagner dans ces signalements de ces faits. Alors que ce soit via un signalement au procureur de la République ou alors via un dépôt de plainte. Alors,
Si c'est un dépôt de plainte, effectivement, il y a plusieurs cas. Soit le majeur protégé est entendu, soit le majeur n'est pas entendu parce qu'on peut déposer la plainte à sa place, mais dans des cas typiquement comme celui que nous citons aujourd'hui, la difficulté, ça veut dire on va aller requérir la parole du major protégé, c'est-à-dire qu'on va aller lui demander les faits, ce qui s'est passé, etc., etc., et donc l'enquête suivra son cours. Donc c'est important de signaler aussi que dans le dépôt de plainte, il y a deux possibilités quand on bénéficie d'une mesure de protection. Donc on va parler de sauvegarde de justice et de curatelle. Là, le major protégé peut déposer seul sa plainte. Et en tutelle, c'est une mission de représentation, donc le représentant légal devra se présenter pour déposer la plainte avec le major protégé, ou à sa place, s'il n'est pas en capacité de pouvoir la déposer dans l'instant. Lui, l'établissement, et je le disais tout à l'heure, c'est avec ou sans fondement, il faut accompagner. Il faut accompagner parce que si il y a eu à un moment donné, alors qui ait eu ou qui n'ait pas eu d'ailleurs, de véracité des faits, dans les faits ou dans ce qui a été rapporté, pardon, euh, le tout c'est qu'il y a peut-être un mal-être quelque part, donc on en discute. On discute et on discute, voilà, tant la victime que l'auteur présumé des faits. Alors, je le répète, pas pour faire l'inquisition et pour aller oui, t'as fait ça, oui, t'as pas fait ça, mais c'est plutôt un accompagnement dans le reste de la vie collective, si je peux dire ça comme ça. Des questions? Le MJPM impérativement accompagner, assister le majeur protégé ou le faire à enfin le mandataire judiciaire, pardon, doit impérativement accompagner ou assister le majeur protégé ou le faire à sa place. Peut-il refuser de le faire? Donc ça, c'est deux questions. Alors, l'accompagner systématiquement en tutelle me paraît nécessaire et bien au-delà d'ailleurs des mesures de protection, peu importe, tant qu'à partir du moment où on est professionnel dans une situation où on est averti que la situation soit avérée ou pas, effectivement, euh, l'idée c'est l'accompagnement dans tous les cas. Alors, et la loi d'ailleurs nous oblige à accompagner pour les dépôts de plainte, effectivement. Alors, le mandataire, pour répondre à au deuxième volet de la question, le mandataire, on ne lui demande pas son avis en fait. On ne lui demande pas s'il est d'accord ou pas d'accord. Lui, il va juste appliquer la loi. Comme je le disais, on n'est pas policier. Et d'ailleurs, si le mandataire refuse d'aller déposer la plainte, je vous invite vous-même, en tant que professionnel de l'établissement, famille ou peu importe, à faire un signalement auprès des services du procureur de la République, dans le tribunal compétent de votre ressort. Il y a marqué et sous curatelle. Sous curatelle, le major protégé peut déposer seul sa plainte. Euh, L'obligation n'est pas de l'accompagner, mais s'il le souhaite, effectivement, il peut accompagner par le mandataire. Merci. Merci à vous. J'en profite pour vous partager le QR code hein, pendant que vous pouvez écrire vos questions. J'ai pas non plus dit les prochains webinaires, Hélène, j'ai pas renoté la date, tu m'excuseras. J'en profite. Alors, je vais justement là sur le site internet qui a été transmis, donc juste en début, je vais le repartager à nouveau ici. Alors, hop. Donc là, il y a les liens sur les prochains webinaires. Donc le prochain, c'est mardi 24 mars de 14 heures à 15 heures sur les questions et réponses spéciales protection juridique. Je vais vous mettre aussi tout de suite le lien vers celui-ci dans lequel, a priori, il y a un lien de connexion, donc aussi directement. Et je regarde, non, il n'y avait pas le lien sur le questionnaire. On va le remettre à jour. Effectivement, le Alors, prochain grand webinaire, ça est, sera sur une foire aux questions qui a été transmise à plusieurs professionnels du département et d'ailleurs, concernant à peu près toutes les questions qu'ils avaient à poser sur major protégé ou non.
sur plus l'intime agir, sur la vie affective, intime et sexuelle. Voilà, c'est un peu toutes les questions qui seront reprises. Alors, on en a déjà plus de 100, alors je vous garantis pas qu'on fera tout le Oui, webinaire on a dessus. déjà beaucoup de questions. Je pense Euh, qu'il sera déjà assez c'est là. ça. Mais Je réponds juste à, oui. pardon, excuse-moi, Anthony, c'est donc le Grand Est, ça concerne les régions des Ardennes, Marne, Aube, Meuse, Haute-Marne, Vosges, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meurthe-et-Moselle et Moselle. Voilà, donc en tout cas pour l'action Handigynéco, ça concerne cette région-là. Euh, il y a évidemment les dispositifs Handigynéco qui sont mis en place dans les autres départements, en tout cas les grosses autres grandes régions. Nous, on forme sur ce territoire-là et les webinaires, de toute façon, peuvent être de toute façon informés. Enfin, ils sont aussi relais, en tout cas, informations sur les autres dispositifs Handigynéco. Les informations-là, en tout cas, sont valables pour tous, hein. C'est des informations nationales. De toute façon. Et sinon, Anthony, merci beaucoup pour cette présentation très riche. Peut-on avoir les coordonnées de Monsieur Colassan? Je le laisse répondre à cette sollicitation. Moi, ce que je vous inviterai d'abord, c'est peut-être si, alors si c'est concernant l'UDAF, bien sûr, pas de souci. Après, il y a le formulaire de contact sur les sites internet de l'UDAF de Meurthe-et-Moselle, donc UDAF 54 de mémoire.com, pardon si je me trompe. Mais si vous tapez UDAF 54 dans le moteur de recherche, vous pouvez avoir accès au formulaire. De toute façon, je suis un des destinataires du formulaire, donc je peux reprendre vos coordonnées. Donc si c'est plus pour la partie majeure protégée, si c'est plus du côté handigynéco, je vous invite à plutôt vous retrouver sur le site ou sur la newsletter et sur les réseaux et puis poser la question et puis la chef de service, donc Madame Bandel, vous répondra plus sur cette thématique-là en particulier, mais sinon avec grand plaisir. En tout cas, pour le prochain webinaire, ce sera aussi présenté par Monsieur Colassin. Donc, du coup, s'il y a des questions après sur Oui, des échanges, en effet, ce sera possible de poser ces questions à ce moment-là, en tout cas sur ce temps d'échange. Euh, L'UDAF 54, donc c'est comme c'est dit, hein, 54, donc c'est la Meurthe-et-Moselle. On aimerait bien agir sur le national, évidemment, mais en tout cas sur des questions d'aspect juridique, il ne faut pas négliger aussi. Alors je ne sais pas si vous êtes dans le 54 ou bien sinon il y a les UDAF de votre département qui peuvent aussi vous réorienter. Mais en c'est tout cas, ça. voilà, en tout cas, Et, avec Andy Gynéco, nous on peut, oui. ou Intime Agir, on peut répondre, vous orienter en tout cas vers les dispositifs associés de votre département. C'est ça. Et si c'est une question plus majeure protégée, je vais vous peut-être vous orienter aussi sur notre service information, soutien et aux tuteurs familiaux qui est basé à la Maison des Aidants de Nancy, donc rue Newcastle, au cœur de Nancy. Pour répondre à ces questions en lien avec les majeurs protégés, on a un service en lien avec ça. J'ai pas vu les questions, j'ai coupé le partage et hop, maintenant j'ai accès aux questions. Donc du coup, Hélène, t'es plus obligé de faire le perroquet, si j'y arrive aux questions. Merci à vous, Madame Lamotte. Donc merci pour l'intervention et pour les prochains webinaires, vous pouvez vous inscrire sur le site qui a été diffusé, donc Intimagir en Diginéco pour recevoir toutes les mises à jour, en tout cas, enfin en tout cas les nouveaux webinaires qui seront mis en place. Hmm. Voilà. Et je le disais tout à l'heure, mais il y a aussi des anciens qui sont aussi sur la plateforme YouTube, qui peuvent être disponibles aussi en rediffusion. Et d'ailleurs, celui-ci sera également en rediffusion. Et directement sur le site aussi, hein, ils Oui, sont directement accessibles. si vous voulez réactiver votre micro, Madame Lamotte, allez-y, hein. Pardon, mais c'est plus simple. Bah, du coup, je crois qu'on vous l'a coupé et vous pouvez pas le réactiver, c'est ça? Alors attendez voir. Je... Non, je peux pas vous l'activer, mais. C'est bon. Ah, Merci, bonjour. Moi, c'est ma première bonjour. fois auprès de vous. Je suis super ravie de trouver
du soutien, voilà. Donc Mm. forcément, je me jette un peu, voilà, sur les propositions que vous faites. Je suis dans le 06 et D'accord. Handigynéco, c'est tout neuf, hein, dans le 06. Ok. On a été formés en juin de l'année dernière et les interventions ont commencé très très doucement. Mm. Donc sur l'automne. Moi, j'interviens sur la masse de Cantagalé, qui est une masse lourde et avec de nombreuses pathologies. Mm. Je travaille actuellement uniquement avec les pros parce que la direction a complètement changé l'été dernier, donc j'avance avec eux et là, je suis dans l'attente d'un rendez-vous qui a été annulé, enfin reporté, Mm. pour avancer sur un projet d'établissement. Donc voilà, tout ce que vous faites a été précieux. Et effectivement, voilà, je serais très, très intéressée. Merci pour le lien de pouvoir avoir ce relais-là. Vous m'avez été communiqué par Amalia Verraquin, qui est donc la chargée de mission, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, ou de projet, Andy Gynéco sur ma région. Et donc voilà, si vous pouvez continuer de communiquer via Amalia pour que ça arrive jusqu'à Mm. nous, je vais m'inscrire hein, dans tout ce que vous avez transmis, mais voilà, ça sera précieux. Parce que Bah, franchement, avec plaisir. voilà. Et j'ai aussi des sollicitations par APF France Handicap actuellement Mm. pour des interventions auprès d'un autre public moins, enfin plus autonome. Et donc, du coup, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se faire sur ma région. Et j'avoue que moi, je suis sage-femme libérale, je suis sage-femme sexologue. Et là, actuellement, je fais un DU en éducation à la santé sexuelle. Et j'utilise d'ailleurs mon expérience sur Handy Gynéco justement pour abonder dans le sens de mon Mm. mémoire, puisque ça m'a été proposé par la chargée d'enseignement de profiter de mon expérience Handy Gynéco. Et donc voilà, tout est frais, tout est neuf pour moi. Et j'avoue que je me sens à la fois face à euh, l'ampleur de la tâche, à la fois face à des besoins qui ne sont pas, qui ne sont pas, qui sont où il n'y a pas de Mm. réponse Mm. actuellement, enfin des besoins voilà, qui sont importants. Et à la fois, j'ai des connaissances qui me manquent beaucoup sur l'aspect juridique, sur Mm. l'aspect aussi médico-social. Donc, je suis un peu effrayée et à la fois Mm. enthousiasmée. Il y a un espèce de truc bizarre au Ouais. milieu de tout ça. Voilà, donc merci beaucoup pour tout ça. Je vais me saisir de toutes vos Mm. propositions. Et oui, sur Intimagir, je me suis Mm. rapprochée d'eux parce qu'on a eu sur hier, il y a pas, il y a quelques mois, au mois d'octobre, un congrès qui s'appelait Amour et handicap. Il me semble bien que je vous dis pas de bêtises, où il y avait pas mal de ressources et de voilà de contacts. Enfin, il y avait une grosse capacité de réseau et qui était aussi voilà très intéressant. Mais je vous avoue que je me sens un petit peu seule dans Mm. l'établissement où j'arrive et que je me sens pas trop impliquée, que quand il y a des problématiques sur cet établissement, en fait, les décisions sont prises par la direction. Je comprends qu'il y a une notion de protection hein, qui se met en jeu, mais je me sens un petit peu, bon, elle vient faire de la formation et on l'implique pas. Enfin, voilà. Alors, c'est pas que je demande Mm. spécialement à être hyper impliquée, mais je pense qu'il y a un travail en concertation Ouais. à faire parce que sinon, moi, je me sens un peu seule à former des gens d'un côté et de l'autre côté, qu'il y ait des décisions de prise et des études, des situations, des cas qui me reviennent par les professionnels de santé qui sont en difficulté avec les situations et parfois questionnés par les décisions prises dans l'urgence ou dans Mm. la nécessité du moment par la direction. Et moi, je me retrouve un peu prise entre deux feux parce que je n'ai pas notion des situations, Mm. je ne sais pas ce qui a été décidé. Et donc, je leur explique que je ne peux pas me Mm. positionner, mais je sens que je les frustre. Je les Oui, frustre bah, parce qu'au oui, fond, c'est ça. ils ont l'impression, voilà, d'un côté, Mais c'est ce que je il vous y a disais, des... en fait, c'est beaucoup de communication en fait avec les équipes en place. Je pense qu'il faut faire comprendre votre intérêt, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que l'intérêt que vous pouvez porter, ce que vous pouvez apporter, et l'expertise que vous pouvez apporter, et même si vous n'avez pas la finesse permanente dans tous les apports qu'on va vous donner, mais vous êtes en capacité d'aller les chercher après. Donc en fait, dans les situations, vous n'êtes pas obligé de répondre à l'instant T. On a aussi le droit de dire, je ne sais pas, je vais aller me renseigner. D'ailleurs, c'est même des fois plus important et plus intelligent. Et d'ailleurs, après, on peut renvoyer vers autre chose. Mais effectivement, sur les questions très juridiques, il y a un UDAF dans votre département. Et j'ai pas de doute
J'ai pas été vérifié là pendant que je vous parle, mais presque je mettrais ma main à couper de vous dire que je suis à peu près sûr qu'ils aient aussi de l'ISTF, donc l'information et soutien aux tuteurs familiaux. Peut-être ça s'appelle autrement, mais en tout cas l'idée est celle-là, c'est-à-dire que dans à peu près tous les départements, on a un service équivalent dans les UDAF où on peut renseigner sur les majeurs protégés, sur les droits des uns et des autres, sur les partenaires, voilà. Et puis, si vous avez aussi un mandataire d'un UDAF ou d'ailleurs, d'une autre association tutélaire, c'est peut-être aussi de lui poser des questions en direct en disant, bah tiens, dans cette situation-là, est-ce que tu as le droit de... Par pitié, n'allez pas voir ChatGPT et toutes les IA génératives parce que il y a un bloubi-boulga d'informations qui sont pas toujours vraies et puis, comme on dit souvent, l'hallucination de l'IA, donc il va combler des trous en inventant des trucs. Donc c'est vrai que les professionnels du secteur sont là, il faut vraiment pas hésiter. Au-delà de ça, si vous n'avez pas de réponse, bah, on est dispo. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, j'ai plus qu'à vous dire merci et à vous dire à la prochaine sur le prochain webinaire. C'est bon pour toi, Hélène? C'est parfait pour moi. Merci Anthony pour Je cette t'en prie. présentation parfaite, comme d'habitude. J'irai pas jusque-là, mais je te remercie. Presque, alors presque. Merci à tous, merci. Merci. Au revoir.